Bonjour, merci pour votre intérêt dans ces séries. Le Zodiaque autrement, qui suit la série Les planètes autrement et l'ensemble se regroupant sous le chapeau Astrologie facile. Et nous allons aujourd'hui rencontrer le signe de la Vierge dans cette huitième vidéo. Tout d'abord, toujours en suivant et en respectant notre plan, examinons l'imagerie. Il est très intéressant de noter que la Vierge a remarquablement tenu le choc au fil du temps et que le personnage tenant un épi de blé dans la main est un personnage qui est resté extrêmement présent tout au long des siècles. Allons-y voir de plus près. L'origine lointaine, c'est-à-dire l'époque de la Mésopotamie. Il faut savoir que dans cette zone du ciel, à l'époque, en Mésopotamie, se situe une étoile de première grandeur, c'est-à-dire de la catégorie la plus lumineuse, que l'on nomme aujourd'hui Spica, Spica Virginis, c'est-à-dire l'épi de la Vierge, mais généralement Spica tout court. Eh bien, il se trouve que la partie la plus ancienne, effectivement, de cette constellation avait pour nom l'épi, déjà à cette période-là. Il apparaît déjà sous les traits d'une jeune femme dans l'imagerie babylonienne, tenant dans sa main droite un épi de blé. Au départ, ce signe accompagné de l'étoile Spica signifie sillon, et les Mésopotamiens voyaient aussi à cet emplacement un rameau de dattier. Ils associaient le blé et les dattes, là où les Grecs le feront pour le blé et la vigne. Nous avons déjà rencontré les tablettes Moule Apine, ces tablettes astronomico-astrologiques. Là, je renvoie au texte que j'ai pu écrire sur les origines de l'astrologie en Mésopotamie. Et dans cette série de tablettes, nous rencontrons des phrases telles que Spica, le nom ultérieur de l'étoile bien sûr, est l'épi de blé de la déesse Shala. Plus tard, ce nom d'épi fut restreint à l'étoile principale de ce secteur, la Spica Virginis actuelle. Nous parvenons à Alexandrie dans les siècles, les un ou deux siècles précédant immédiatement notre ère chrétienne, et cette jeune fille avec son épi de blé est devenue le signe de la moisson. À cette époque-là, quand la pleine lune prenait place dans cette partie du zodiaque, eh bien, les plantations euh, florales avaient été faites, mais les moissons commençaient. C'est aussi le moment où, pour la première fois, ce signe se lève à l'horizon au moment où le soleil se couche. C'est la même chose que lorsque la pleine lune prend place dans ce signe. Donc, au lever de Spica Virginis, au lever de cette étoile, eh bien, les moissons commençaient. Aussi, la pleine lune de ce mois fut-elle considérée comme la lune des moissons, et dans les zodiaques de basse époque égyptienne, ce signe représente Isis tenant un épi de blé à la main, et voilà le signe du zodiaque d'Endera, que nous avions en miniature ou en minuscule juste auparavant. Chez les Grecs, elle reçut le nom de la vendangeuse, les Romains y virent la glaneuse, tout simplement pour les Grecs parce que son lever matinal survenait quand la vendange était proche. Le hiéroglyphe, eh bien l'hiéroglyphe il est très clair. Le hiéroglyphe, c'est tout simplement 3 épis de blé
coupée par une faucille. La faucille, nous l'avons rencontrée avec le signe du lion qui se situe très très proche, donc dans la même zone. Nous avons ensuite, comme toujours, l'écriture démotique, c'est-à-dire cursive et populaire, et puis nous avons le sigle utilisé par les astrologues, qui est donc extrêmement proche du hiéroglyphe d'origine. Donc voilà un signe qui tient à la fois son nom d'une étoile qui se trouvait là à l'époque de la Mésopotamie, qui est toujours dans la constellation de la Vierge, mais le signe de la Vierge au sens du zodiaque tel que nous l'avons défini ne s'y trouve plus, mais le nom en a été hérité. Nous sommes là avec une imagerie, la jeune fille avec un épi de blé qui a tenu le coup tout le long, quitte à être réinterprétée au fil des siècles selon les civilisations. Et le rapport avec la moisson a donc été ensuite conservé et la généalogie du hiéroglyphe est restée suffisamment claire. Essayons d'entrer dans le signe lui-même et ses catégories. La Vierge est un signe nocturne, donc plutôt tourné vers le dedans, plutôt lunarisé. C'est un signe commun, donc un signe qui a une certaine adaptabilité, qui se conforme à la force extérieure plus qu'elle n'impose la sienne. C'est un signe froid et sec, donc un signe de terre. Le sec, nous l'avons vu, maintient sa forme euh, indépendamment du contenant, et le froid cristallise, le froid congèle, le froid durcit. Voilà déjà un certain nombre de traits que nous retrouverons dans la Vierge, qui est donc un signe plutôt d'intériorité, un signe plutôt de réserve qui ne cherche pas à étaler, à faire de l'esbrouf. C'est un signe lunarisé qui sait s'adapter, mais qui, sur le fond, reste avec une certaine forme de rigidité, quelles que soient les apparences extérieures. Et ce signe a une autre particularité, c'est qu'il est le domicile, c'est le seul cas, et l'exaltation d'une même planète, Mercure. Mais la différence avec les Gémeaux, autre signe de Mercure, c'est que les Gémeaux sont un territoire diurne de Mercure, alors que la Vierge est un territoire nocturne. Donc les Gémeaux, c'est un Mercure solarisé, tourné vers le dehors. La Vierge est un Mercure lunarisé, tourné vers le dedans. Le point commun, c'est que ce sont deux signes d'adaptabilité. En revanche, les propriétés élémentaires sont contraires, puisque nous avons avec les Gémeaux le chaud et l'humide, avec la Vierge le froid et le sec. Le chaud et l'humide, il y a la souplesse, l'humide peut se faufiler partout, donc, et le sec est plus rigide et plus cassant, bien entendu. D'autres exemples, les deux signes sont l'exil de Jupiter et vont donc se ressembler en ce sens que il n'y a pas le côté occupant le terrain du jupitérien, le chêne massif, mais en revanche, la Vierge est la chute de Vénus. Donc, les, le côté démonstration d'affection, le côté savoir disposer d'une diplomatie
efficace, sachant enrober les choses et passer avec fluidité, est manquante. Et la Vierge, compte tenu des catégories que nous avons examinées, c'est j'ai besoin qu'on m'aime, la chute de Vénus, je suis toujours en manque affectif, mais je vais toujours donner l'impression que je n'ai besoin de personne et il faut se débrouiller avec ça. Voilà une première introduction aussi, et toujours l'important c'est de comprendre le pourquoi. Un petit mot sur la matrice. Mercure, ici j'ai mis à la fois le jaune et le rouge parce que Mercure est donc pour la Vierge à la fois le domicile et à la fois l'exaltation. Il se trouve que Mercure aime apprendre. Il est avide de connaissances de toutes sortes. Donc, le lieu qui est l'exaltation et le domicile de Mercure n'en est que plus avide d'apprendre. Et les études, surtout les études un petit peu sophistiquées, un petit peu abstraites, sont en maison 9. Or, si la Vierge est à la maison 1, eh bien, la maison 9, c'est Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau. C'est un domicile de Vénus, qui est donc une planète favorable à la vie, à la croissance de la vie, donc du coup favorable également à l'étude. La 4, les textes indiens en ont gardé la trace. La maison 4 représente le savoir ancestral, celui qui est transmis par la famille, les parents, les grands-parents. Eh bien, pour l'ascendant Vierge, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, le Sagittaire est en 4, et à la fois le Sagittaire est l'exil de Mercure, et à la fois c'est un domicile de Jupiter. Donc, à la fois, il y a cette notion, un intérêt pour apprendre, et à la fois, il peut y avoir une sorte de défiance ou de méfiance par rapport à ce qui provient justement des ancêtres. Que dire encore pour l'ascendant Vierge? Le plus souvent, les Gémeaux sont en maison 10, si bien que Mercure se retrouve à la fois sur la 10 et sur la 1, et d'où un intérêt pour l'activité professionnelle, un intérêt pour l'action, pas l'action dans le sens d'initiative, mais la Vierge a besoin d'une activité professionnelle pour se sentir bien et se sentir vivre, quitte à se laisser beaucoup trop manger parfois envahir par cette activité. Que dire d'autre? La maison 3 qui représente la façon de penser, l'esprit analytique. Eh bien, pour un ascendant Vierge, Vierge, Balance et Scorpion, c'est un domicile de Mars, ce qui donne une tournure d'esprit assez concrète, assez analytique, aimant les choses qui peuvent être carrées ou chiffrées. Que dire d'autre? Une petite particularité, la Vierge, la maison 1, donc moi, c'est la chute de Vénus. En face, les poissons, c'est la chute de Mercure. Mercure me représente. Ça, c'est quand même un malaise pour le domaine affectif, et il est souvent très difficile d'arriver à un réel bien-être, à un épanouissement vraiment très très marqué quand on est avec un ascendant vierge, d'où parfois le fait de se réfugier sur l'activité professionnelle, mais en même temps, si bien sûr la maison 7 est dans un excellent état
parce que de très bonnes planètes s'y trouvent, etc., ça change la perspective. Mais comme nous l'avons vu dès le départ, nous sommes là dans des portraits zodiaco-théoriques en montrant comment ils ont été construits à la base. Nous poursuivons et nous terminons avec un petit aphorisme, comme pour chacun des signes, là encore pour se ressourcer et montrer que le développement que je vous montre ici a un long passé derrière lui. Pour un ascendant vierge, le nez, le natif, s'occupera de grandes choses, de vastes et grandes choses, capables de l'élever haut par sa valeur propre. Car les Gémeaux que domine Mercure sont en 10 de la figure. Pour un ascendant vierge, la plupart du temps, les Gémeaux sont en maison 10. Et Mercure est l'astre commun aux deux. Nous avons vu que ça pouvait donner une implication dans l'activité professionnelle. Mercure multiplie ce qu'il touche. Nous l'avons vu dans les fiches consacrées aux planètes. Il se trouve que le Gémeaux est un signe diffusif également. Chaud et humide, domicile de Mercure, un signe commun. Et du coup, il est normal que l'ascendant Vierge, si le Mercure est lui-même bien placé dans la carte du ciel, s'occupe de vastes et grandes choses, je dirais même plus précisément s'occupe de multiples choses, capables de l'élever haut par sa valeur propre. Donc, Mercure multiplie. L'avantage, c'est que ça permet d'avancer sur plusieurs fronts simultanément, mais l'inconvénient, c'est que ça peut donner une tendance à la dispersion. Donc tout dépendra de la position de la planète Mercure. Mais voilà un exemple. Et si nous oublions la matrice et que de siècle en siècle, on se contente de décrire l'ascendant vierge, on va dire l'ascendant vierge ou la vierge s'occupe de multiples choses, s'intéresse de près ou se laisse un peu dévorer par son activité professionnelle, mais on ne verra plus pourquoi. Et le pourquoi résidait dans cette matrice implicite dont on avait perdu le souvenir après le XVIIIe siècle. Voilà donc pour la Vierge. Et je vous donne rendez-vous pour la vidéo suivante qui sera consacrée au signe de la Balance, signe dont le hiéroglyphe est plus surprenant qu'il n'y paraît. Au revoir.